Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en plein centre du département et plus précisément en périphérie de La Roche-sur-Yon pour découvrir un endroit extraordinaire. Le territoire dispose de nombreux atouts dont ses paysages. Un paysage vallonné, verdoyant, bocager et surtout traversé par la rivière Lion. C'est ici que se situe le potager extraordinaire, un ensemble qui chérit une variété de plus de 1000 légumes, une collection unique en Europe. Bienvenue au jardin. Mathis, merci de nous recevoir ici dans ce cadre du potager extraordinaire. On a une météo idéale en plus. C'est idéal, un beau temps d'automne, c'est un des meilleurs endroits et des meilleures lumières pour découvrir le potager. Exactement, parce qu'on voit toutes ces espèces qui se profilent sous nos yeux. Quelle est l'origine du site, Baptiste? Alors le site, c'était la maison de Georges Durand, qui était un naturaliste vendéen, qui avait beaucoup de collections naturalistes ici sur le site, qui est mort dans les années 60 et qui avait tout légué au Muséum d'histoire naturelle pour l'objectif de transmettre quelque chose. Il n'avait pas de descendants et il voulait que les choses perdurent. Les choses ensuite ont pris différentes tournures et à un moment donné, il y a eu un appel d'offres et on a souhaité du coup répondre à cet appel d'offres pour implanter le potager extraordinaire qui était depuis 1995, il était sur le territoire de la Motte-à-Char, du coup un peu en rétro-littoral, et c'était l'idée de le déménager, de donner une ampleur un peu plus importante au projet et de le développer sur un site qui a déjà une histoire naturaliste, qui a déjà une histoire avec la biodiversité, la diversité, et donc là on vient y inclure la biodiversité cultivée, qui est une biodiversité dont on ne parle pas beaucoup. Non, complètement. C'est quelque chose dont on parle très peu. Je voulais quand même revenir sur l'origine de ce potager, donc effectivement à la Motte-à-Char. Au tout départ, c'était un projet de particulier, c'était un projet associatif. Comment c'est né en 95 tout ceci? Alors c'était une passion d'un particulier, c'était Michel Rialan qui, pris de passion par les courges, rencontre l'ancien directeur du Jardin botanique de Nantes et le directeur du Jardin botanique de Nantes lui confie quelques centaines de variétés de courges à faire dans un potager ou dans un endroit intéressant. L'expérience se passe par chance dans un lycée agricole qui se trouvait à la Motte-à-Char à l'époque, qui était une des antennes des établières. Et l'aventure commence et une association prend vie dans les années 94-95 avec la création du potager extraordinaire. Puis s'en est suivi une expérience plutôt touristique. Et Michel Rialan, lui, a créé son entreprise dédiée aux courges. Et l'aventure a continué avec d'autres personnes, d'autres bénévoles qui ont su tenir bon pour développer ce projet touristique. Et aujourd'hui, le potager garde toujours cette dimension associative? Oui, alors il y a deux parties. Il y a la partie associative où on produit bien sûr en maraîchage des légumes en agriculture biologique pour différents centres commerciaux, pour des chefs étoilés. Et une partie bien sûr sur la conservation, sur le maintien des espèces menacées. Ça c'est la partie associative. Et il y a la partie société, entreprise qui elle est plutôt sur le parc, sur l'exploitation touristique pour offrir au public l'écrin dans lequel on est en train de se balader. Donc le potager conserve toutes ses valeurs. Voilà, bien sûr, et même plus. Et même plus, c'est ce qu'on va voir. Là, on est dans un endroit où ça zigzague. Voilà, on voit, on tourne, on vire. Qu'est-ce que c'est cet endroit? Alors ça, c'est le Bizarretum. C'est un des endroits qui est... Alors le nom vient de l'arboretum des Bars. Les Villemorins avaient déjà dans leur arboretum un endroit où ils mettaient tous les arbustes et tous les arbres un peu bizarres. Donc on a repris cette idée-là. Et dans ce Bizarretum, on a mis toutes les plantes les plus curieuses qui soient. On a repris une classification du 17-18e siècle. On a ajouté un petit peu d'autres critères. Et on peut parcourir ici tout un jardin avec des plantes ornementales. Là, pour le coup, on n'est pas sur des plantes comestibles forcément, mais on est sur des plantes ornementales avec des singularités. Elles vont être frisées, elles vont exploser, elles vont géantes, naines, elles vont sentir le poisson pourri, le cassis, la crotte de chien. Bref, l'idée, c'est de venir dans ce jardin-là, s'aiguiser les yeux et l'esprit, s'amuser, découvrir que la nature est complètement folle et aborder ensuite les légumes avec une curiosité qui est un petit peu différente. Et là, ça y est, on passe dans la partie soleil, nouvel espace, nouvel endroit. Voilà, la bibliothèque potagère, c'est l'endroit où on met les 1000 légumes à montrer au public. L'idée, c'est de montrer la diversité de ce qui peut se manger. Alors chez nous, c'est les légumes. C'est vraiment tout ce qui ne fait pas de bois. Voilà. Si ça fait du bois, pour nous, ce n'est pas un légume. Donc du coup, l'idée, c'est vraiment d'avoir la plus belle diversité à présenter. C'est normalement le parc où on trouve la plus grande diversité de plantes alimentaires
montrer au public en France. Attends, mais 1000 variétés, c'est absolument énorme. Alors, comment on range tout ça, là, au sein de l'espace? C'est par famille? Alors, cette année, on a fait un choix. On les a mis du plus sauvage vers le plus cultivé. Donc, ce qui nous permet d'expliquer, par exemple, on a le poireau sauvage, les premières variétés au catalogue Villemorin, les variétés anciennes. Et à la fin, on va avec les hybridés fins et on explique eh bien, les résistances à l'arrachage, toutes les innovations variétales qu'on a eues pour aujourd'hui faire du poireau industriel. L'idée, c'est de montrer la diversité de ce qui s'est fait, de ce qui se fait et de ce qui peut-être pourra se faire. Et on a fait ça sur beaucoup de légumes. Donc on a des poivrons, des courges et on a aussi des aubergines, bien sûr, plein de choses. Et des légumes un peu plus insolites, la poire de terre. La poire de terre. La poire de terre, oui, par exemple. Ça, j'ignore complètement. Une poire, donc là, on est sur un légume, on n'est pas sur... On est vraiment sur un légume, sur une racine. Ça ressemble un petit peu à des pommes, des tubercules de dahlia, quelque chose d'assez gros, en forme justement de poire. Ça a un goût... dire légèrement sucré, c'est toujours assez dur, un petit peu comme si on mangeait une pomme. Je pense que si on le pèle et qu'on donne un quartier à quelqu'un, quelqu'un pourrait vraiment confondre ça avec un fruit. C'est assez étonnant, c'est un vrai légume d'hiver. On a plein d'autres légumes vivaces, hein, comme les crônes, le réfort, il y a de l'oseille, il y a toute une partie aromatique également, 60 variétés de basilic, enfin bref, il y a vraiment une grosse diversité. L'idée, c'est de montrer vraiment la richesse de ce qu'on peut mettre dans nos assiettes. Oui, et puis ce qui est intéressant aussi quand on regarde, c'est la manière dont vous exposez les légumes, parce que là, on est sur du carré, et puis après, on voit derrière tout un endroit palissadé, finalement, où les courges poussent dessus. Oui, on les a palissées tout simplement pour montrer qu'on peut faire des courges, même si on a un tout petit jardin. L'idée, c'était de montrer qu'on peut les faire grimper sur un support légèrement incliné pour pouvoir les cultiver, et dessous, pouvoir planter des salades, des poivrons, des choux, autre chose. Même si on a un petit jardin, eh c'est une des raisons pour lesquelles on peut faire des courges et pas, entre guillemets, gaspiller d'espace, mais plutôt l'optimiser. Esthétiquement, c'est magnifique en tout cas. Et le légume pousse tout aussi bien? Oui, aucun problème. Là aussi, il faut quand même un sol riche, hein. Les tomates, les courges sont des légumes qui sont gourmands, donc il faut quand même, là, à l'automne, enrichir son sol pour pouvoir les planter au printemps dans des meilleures conditions. Baptiste, explique-moi le parti pris de ce dessin de jardin finalement, parce qu'on voit que ces allées là pour le coup elles sont plus sinueuses. On n'est pas sur un plan carré ni circulaire. J'ai du mal un petit peu à me placer. L'idée, c'était d'avoir un dessin un peu signature, d'avoir un potager en zigzag. Normalement, il n'existe pas vraiment d'autres potagers en zigzag connus. L'idée, c'était quand on prenne une photo au potager extraordinaire, eh bien, on est tout de suite l'esprit de se dire on est au potager extraordinaire. Et c'était aussi l'idée de rationaliser l'espace, parce que chaque carré est identique à l'autre, sauf qu'il est juste inversé. Mais on a toujours la même longueur du rang, la même superficie au mètre carré, donc c'est toujours beaucoup plus facile pour calculer combien il va falloir de plantes, combien il va falloir de paillage, comment on arrose. Voilà. On a essayé de lier à la fois l'esthétisme et l'ergonomie pour travailler et pour faciliter le travail de tout le monde. On est vraiment sur une œuvre d'art dans son ensemble. Mais non, mais clairement, parce qu'on voit que tout a été bien pensé, tout a été bien conçu. On a vraiment un schéma d'ensemble qui est absolument remarquable. Ah ben c'est gentil, merci. On continue? Bien sûr. Je te suis. Là, nous rentrons dans un espace que vous avez joliment baptisé la vie érotique du potager. Là, il va falloir que tu m'expliques. Donc là, l'idée, c'était vraiment d'amuser les gens, de les interroger et surtout de faire la part belle à l'association du potager extraordinaire, le conservatoire. Comment, en fait, dans la partie du conservatoire, on préserve toutes ces variétés anciennes, menacées. Eh bien, tout simplement, il faut connaître leur sexualité. Et le chou n'a pas la même sexualité que la carotte, le poivron ou la tomate. Et donc ça, c'est mon job au quotidien, c'est de vérifier que la sexualité de tous ces légumes se passe bien pour réussir à multiplier ces plantes et à produire des graines viables. Donc là, effectivement, il y a toute une mission de conservation, je ne me trompe pas, Baptiste. C'est ça, et donc on a trois grands projets de sciences participatives. C'est marqué ici sur les différentes bâches. On a à tout bout de champ avec les agriculteurs, donc là on cherche des agriculteurs qui nous cèdent un tout petit bout de champ, un délaissé pour pouvoir cultiver à plus de 500 mètres ou 1 kilomètre des potagers amateurs
quelques espèces qui vont pouvoir assurer leur cycle et produire des graines qui vont permettre de sauver une espèce. Pas forcément des agriculteurs en agriculture biologique, ça peut être aussi... Non, là l'objectif c'est vraiment sauver, Ouais. parce qu'il y a vraiment des plantes en perdition qu'on risque de perdre dans les années à venir. Tu as des exemples à nous donner de plantes? Oui, la grise du marais vendéen, qui est une courge typique du marais breton vendéen, était vraiment peu multipliée, j'ai envie de dire même en voie de disparition. Il n'y avait plus que quelques personnes sur la planète en train de la cultiver. Et grâce à l'opération à tout bout de champ et aux agriculteurs qui ont participé ici, eh bien aujourd'hui on a un volume d'à peu près 40 000 graines. Donc on peut la remettre en circulation et pourquoi pas relancer une filière intéressante en Vendée sur ce produit en particulier. Donc les agriculteurs, et voilà. ensuite... Les châteaux et grands domaines, qui sont aussi des lieux où à 500 mètres, 1 kilomètre autour, eh bien, on maîtrise ce que les gens ont dans leur potager. Donc on leur confie surtout des gourdes. C'est vraiment là aussi un de nos sacerdoces au potager. On est le dernier conservatoire normalement en Europe sur ce sujet-là. Donc on a une grosse responsabilité pour multiplier tout ça. Donc on a des gens sur le territoire vendéen par exemple. Hein. On a les jardins de William Christie, on a le domaine de Chaligny, on a aussi Hubert David avec à Lono, bien sûr, qui participe à cette opération, mais on en a aussi à Saint-Tropez, dans le Pas-de-Calais, en Bretagne. Voilà, c'est vraiment une belle opération qui fédère beaucoup de gens en France. Donc ça, c'est intéressant et important. Donc on cherche des gens propriétaires de châteaux et grands domaines à qui on envoie un pied de gourde, charge à eux de le cultiver, et ensuite on récupère les graines. Quelle mission pour eux. Enfin, moi je trouve que c'est formidable. C'est du patrimoine vivant. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et donc le troisième? Et le troisième, eh bien, on vient de le traverser, c'est une petite station de conservation. C'est exactement le modèle qu'on a ici, que l'on vient appliquer dans les zones commerciales et les zones industrielles, parce que là aussi ce sont des endroits sur le territoire suffisamment isolés des potagers amateurs pour nous permettre de réaliser des graines viables. Donc c'est un objet plutôt de team building. L'idée c'est d'arriver avec un potager, de donner du sens à cet espace vert qui ne sert souvent à rien autour d'une usine, et charge à quelques employés sur un temps très court, parce qu'on vient, on crée tout de façon optimum avec du paillage pour vraiment éviter, il n'y a pas à arroser, il n'y a pas à désherber quasiment, et charge à eux de produire des graines avec ces légumes pour pouvoir ensuite nous aider à sauver ce patrimoine. Et donc là, ça y est, tu sens toi déjà que certaines entreprises sont sensibilisées à cette cause? Oui, on en a déjà quelques-unes implantées sur le territoire, jusqu'à quasiment les Deux-Sèvres, avec l'entreprise Wesco qui nous a rejoint cette année pour avoir eux aussi une station. Et c'est très intéressant qu'on parle de ça, parce que le potager extraordinaire, c'est pas qu'un lieu, effectivement, on peut se promener, on peut découvrir des choses, c'est aussi toute cette dimension de conservation. Oui, c'est vraiment une dimension à la fois humaine et végétale, parce qu'effectivement, tout ce patrimoine cultivé n'est rien sans l'homme, et l'homme ne serait peut-être rien sans le patrimoine cultivé. Bien sûr. Donc c'est cette interrelation toujours qu'on essaye de maintenir et de favoriser de façon importante, et toujours avec aussi notre petit regard entre nature et culture, de toujours essayer de construire et d'interroger cette relation. Et là, on arrive dans un endroit complètement différent, avec des fleurs. Oui, alors là, donc on a isolé géographiquement, là on a isolé physiquement pour préserver les graines, et puis là justement, on laisse faire la nature, on laisse faire les abeilles. Et là, on a travaillé avec l'entreprise turque, qui est une des dernières entreprises en France qui produit des dahlias et qui crée des nouvelles variétés de dahlias. Donc ils nous ont envoyé des graines qui ont été, on va dire, produites par les abeilles, par une pollinisation libre. On a semé ces graines, et là on a 200 variétés de dahlias qui n'existaient pas sur la planète il y a encore 6 mois. Et là, l'idée, c'est qu'eux viennent ensuite sélectionner des caractères qui pourraient être importants pour des variétés nouvelles demain. Donc là, je sais que dans ces 200 variétés, il y en a une surtout qui a retenu l'attention du sélectionneur. Donc il y a peut-être ici une nouveauté pour les prochaines années sur le dahlia. Baptiste, si je ne me trompe pas, ce potager a déjà 2 saisons à son actif. Oui. Ouais. Est-ce que vous avez des projets aujourd'hui, ou c'est tout simplement laisser faire les choses? Alors c'est asseoir les choses, continuer à présenter au public à chaque fois quelques nouveautés chaque année, mais pas forcément de s'étendre à tout va autour. L'idée c'est vraiment de peaufiner chaque jardin et d'affiner en tout cas la proposition qu'on fait au public avec effectivement des nouveautés, mais on va quand même les garder secrètes pour ne pas tout dévoiler tout de suite. Ça c'est bien. Aujourd'hui, le visiteur qui arrive au potager forcément a accès à l'ensemble du site, mais est-ce qu'il peut également bénéficier d'actions de médiation? Je pense notamment à de la visite guidée, à des ateliers ou autres.
Oui, c'est très riche au potager extraordinaire. Toutes les heures, il se passe quelque chose. Il y a soit un atelier, soit une dégustation, soit une visite commentée. Donc en gros, on peut quasiment passer la journée au potager extraordinaire, puisque chaque heure, on va découvrir une nouvelle facette du potager extraordinaire. Plus en plus, les déambulations qu'on peut faire librement pour découvrir les différentes plantes avec les étiquettes et les différentes ambiances. Et je pense qu'on peut, oui, effectivement, y passer la journée. Hein. Et à chaque jour d'ouverture, c'est pas seulement en juillet, en août pendant la saison, c'est à chaque jour d'ouverture du potager, le visiteur peut bénéficier de toutes ces animations. Bien sûr, voilà. Et parfois même, il y a des événements. Donc, on a fait le concours, par exemple, il n'y a pas longtemps. Ouais. Il va y avoir Halloween dans peu de temps. Bien et sûr. ça, ce sont des événements encore en plus qui enrichissent, on va dire, la visite du visiteur avec un angle très particulier à chaque fois. Baptiste, merci infiniment en tout cas pour cet échange. J'espère qu'on pourra venir d'ici quelques années pour voir comment évolue ce potager. Pourquoi pas venir faire quelque chose aussi au moment de la labellisation, parce que je pense que ça, ce serait la suite logique des choses. Merci beaucoup et puis à bientôt, j'espère. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Aviez-vous connaissance de toutes ces richesses? Alors, ouvert de mars à novembre, le potager extraordinaire est assurément une pépite nationale. N'hésitez plus, partez vite le découvrir ou même le redécouvrir. Retenez bien également toutes les actions qui sont mises en place par le potager pour assurer la conservation de nos végétaux. Et puis nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro de Bienvenue au Jardin.